ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir François Purseigle. Donc je le laisserai se présenter. Simplement déjà vous parler un peu de pourquoi cette conférence. Donc aux jeunes agriculteurs, on a pour habitude de faire tous les ans des conférences sur des thèmes variés, en général en lien avec l'agriculture quand même. Donc ces conférences déjà, on les organise en lien avec le groupe de Camboulazé qui est un think tank à la Véronaise qui fait aussi partie, qui adhère au club Sol et Civilisation. Voilà, on bénéficie aussi du soutien du conseil départemental pour organiser ces conférences, donc c'est aussi pour ça que nous sommes dans les archives du conseil départemental. Donc une conférence sur le thème de l'engagement. L'engagement qui, pour nous, aujourd'hui, au vu de l'actualité, prend tout son sens, puisqu'on peut le voir tous les jours, où il y a vraiment une volonté des gens de s'engager, peut-être de façon différente à ce que ça a été à l'époque, mais avec aussi cette volonté pour nous d'apporter une réflexion sur ce qu'est l'engagement en milieu rural, l'engagement agricole aussi, mais avec vraiment cette volonté de réfléchir à quel engagement, d'où il vient et où est-ce qu'on va. Donc voilà, je ne serai pas beaucoup plus long, je laisserai le soin à François de se présenter. Merci en tout cas d'être venu et bonne conférence à tous. Merci. Je vais prendre peut-être le micro aussi, comme ça, si jamais je devais me lever, pour expliquer 2-3 choses. On ne sait jamais. J'ai plus l'habitude d'être debout qu'assis, mais je vais rester peut-être assis pour cette conférence, et puis je me lèverai peut-être pour les questions. Mais merci de me donner l'occasion de revenir avec vous sur un certain nombre d'évolutions qui traversent aujourd'hui ce que je vais appeler, non pas le monde agricole, mais les mondes agricoles. On va mettre la focale peut-être sur cette question de l'engagement, mais au-delà de ça, j'aimerais aborder avec vous plus largement des transformations qui ont cours dans, non pas ce milieu, mais dans cette profession, dans ces professions, dans ces entreprises, dans ces exploitations, qui aujourd'hui n'ont peut-être plus rien à voir avec celles d'hier. Et j'aimerais aussi revenir, indépendamment de la question de l'engagement, sur la position très singulière qu'ont pu occuper à un moment donné de l'histoire, non seulement les agriculteurs, mais leurs entreprises dans la société tout entière. D'où un exposé intitulé « Agriculteurs et société, d'un engagement à l'autre ». Dans un premier temps, je reviendrai avec vous sur justement cette place très singulière occupée par les agriculteurs, notamment pour les plus jeunes, pour essayer de comprendre d'où on vient. Je pense que c'est important, quand on se pose la question de l'engagement, d'essayer de comprendre pourquoi certains d'entre eux, certains de ces agriculteurs, de ces paysans, je dirais, qui progressivement endosseront les habits du chef d'exploitation puis du chef d'entreprise, se sont engagés. Et puis quelle est la place qu'on a pu concéder aussi à cette profession, à ce milieu dans un premier temps, à la fin du 19e siècle, puis par la suite au cours du 20e siècle. Et on essaiera de comprendre aussi quels étaient les ressorts de l'engagement dans un second temps, c'est-à-dire qu'on pense que ça va de soi. Non, l'engagement, ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi dans ces mondes agricoles, comme ça ne va pas de soi dans les espaces ruraux plus largement, tout comme dans la société. Or, le contexte a changé et on essaiera de comprendre justement quelles sont les tendances à l'œuvre aujourd'hui dans les mondes agricoles qui expliquent que de nouvelles générations sont apparues et des nouvelles générations qui ont de nouvelles attentes, qui ont de nouvelles conceptions de l'engagement, de nouvelles pratiques. Et oui, parce que le contexte a changé, les jeunes également, du moins les nouvelles générations d'agriculteurs, pas forcément que les jeunes, ont de nouvelles façons de considérer l'action collective. Donc dans un premier temps, je reviendrai. Alors j'ai oublié de me présenter. Alors c'est peut-être aussi un préalable. Je suis allé un peu vite en besogne. Donc François Purseigle, je suis professeur des universités à l'Institut national polytechnique de Toulouse, qui est une fédération d'écoles d'ingénieurs, où je dirige le département de sciences économiques, sociales et de gestion,
de la composante agronomique de l'INP, qui est l'ENSAT, l'École nationale supérieure agronomique de Toulouse. Je suis également chercheur associé à Sciences Po Paris, au CEVIPOF, au Centre de recherche politique, où j'ai mené il y a une dizaine d'années des travaux sur le comportement électoral des agriculteurs français, après avoir soutenu une thèse de doctorat sur des questions justement d'engagement des jeunes dans les organisations professionnelles. C'est comme ça que j'ai eu la chance aussi de rencontrer certains d'entre vous durant ces travaux. Ça a été aussi l'occasion pour moi de rencontrer des grands responsables professionnels comme Raymond Lacombe à l'époque, qui m'a accompagné aussi dans cette réflexion quand j'étais en M2, à l'époque ça s'appelait un DEA. Et donc je suis vraiment très très heureux d'être ici là pour évoquer des questions qui sont assez illustratives de ce qu'incarne aussi l'agriculture locale, c'est-à-dire une agriculture qui a su se moderniser à travers ce qu'on a appelé l'action collective, l'agriculture de groupe. Donc ça me touche beaucoup d'être ici là. J'étais venu avec Bertrand Hervieux et Pierre Blanc il y a quelques années de ça. J'accompagnais Bertrand à l'époque où j'étais son assistant au secrétariat général du SIAM à Paris. Et donc je vais revenir avec vous justement sur quelques-unes des grandes tendances qu'on a cherché à étudier au sein de mon équipe. Alors aujourd'hui je travaille, et je reviendrai là-dessus plus spécifiquement, sur l'évolution des structures d'entreprises agricoles. Et j'essaye de comprendre justement comment et pourquoi le modèle familial aujourd'hui ne fait plus forcément modèle, pourquoi il est bousculé par l'apparition de très grandes entreprises aujourd'hui qui témoignent de ce que je vais appeler une banalisation du secteur agricole. C'est-à-dire qu'on a des entreprises dans le secteur agricole qui empruntent de plus en plus aux secteurs commerciaux et industriels. Alors, c'est ce contexte-là sur lequel je reviendrai. Mais avant de revenir sur ce contexte très actuel, essayons de comprendre quelle est la place qu'ont pu occuper les agriculteurs dans la société. Et ça va expliquer aussi pourquoi la situation qu'on vit aujourd'hui nous rend assez mal à l'aise. Pourquoi on a du mal à comprendre certaines évolutions. Pourquoi on a du mal à comprendre que ce milieu dans lequel la famille a cristallisé, a incarné un modèle, ne va plus de soi. Eh bien, parce que cette paysannerie, telle qu'on l'appelait jadis, eh bien, elle a été pensée, elle a été voulue politiquement. Rappelez-vous la phrase de Gambetta à la fin du XIXe siècle qui disait « Il faut que les paysans chaussent les sabots de la République pour que la République soit invincible ». C'est-à-dire que si on a des agriculteurs aujourd'hui en nombre sur le territoire, même s'ils sont de moins en moins nombreux, c'est parce qu'on l'a voulu à un moment donné de l'histoire. Et on l'a voulu notamment au sortir du XIXe siècle, au moment où la Troisième République se met en place. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que cette période de l'histoire, c'est celle de l'émergence du mouvement ouvrier dans un certain nombre de pays, comme la Grande-Bretagne, les pays du Nord. Bon. Ce mouvement ouvrier, il inquiète tout à la fois les aristocrates et les bourgeois qui tiennent les campagnes françaises. Et la population paysanne est majoritaire dans l'espace social français, majoritaire dans les territoires français. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a un siècle, il y avait 10 fois plus d'agriculteurs, on ne les appelait pas des agriculteurs à l'époque, mais de paysans dans la société française. Et le paysan est apparu pour les républicains qui devaient asseoir leur pouvoir comme un élément, un ciment de la nation tout entière. Et c'est pour ça qu'on va aussi offrir aux paysans un ministère de l'agriculture sur le modèle du ministère des colonies. C'est pour ça qu'on va aussi célébrer ce qui apparaît comme la sève même, je reprends l'expression de Méline, de la nation. C'est pour ça qu'on va célébrer un élément de la nation qui, pour les républicains, doit être protégé des importations venues des pays neufs qui font leur apparition sur les marchés agricoles. C'est un élément qui apparaît comme sûr, c'est-à-dire que la République française fait le choix de s'appuyer sur le paysan, contrairement aux Britanniques, parce qu'elle va considérer que le paysan est un élément solide sur lequel on peut s'appuyer. On va faire du paysan le gardien, le soutien de la nation. On considère à l'époque quoi ? On considère que le paysan doit être protégé, d'où la mise en place de mesures protectionnistes, parce qu'en le protégeant, on protégera les contours de la nation. On considérait que le paysan, c'était celui qui allait défendre les contours de la nation comme il défendait les contours de sa ferme. Et c'est pas faux
confère ce qui s'est passé en 1914, en 1870, au moment où la France est dans une situation relativement instable. C'est sur ces paysans que la France va compter pour protéger la nation tout entière. Et la République française qui se met en place et qui doit légitimement asseoir son autorité. Et cette population, par la suite, n'aura de cesse d'être conquise ou à conquérir par les politiques de tous bords. C'est-à-dire que si aujourd'hui le modèle agricole français s'est imposé, si on a des exploitations familiales en nombre, c'est parce qu'on l'a voulu, mais aussi parce qu'une succession de politiques l'ont souhaité à un moment donné. C'est-à-dire que c'était une population à chérir, c'était une population non seulement à accompagner, mais à protéger. Et cette situation, aujourd'hui, elle est bousculée par de nouvelles controverses ou de nouveaux conflits qui entourent la profession. Alors, ce choix, il faut bien se dire une chose, c'est que si aujourd'hui on achoppe lors des grandes négociations internationales, c'est parce qu'on est profondément marqué par une représentation du territoire qui est un territoire travaillé. C'est ce qu'on a appelé le domestic system, c'est-à-dire que la France a fait le choix de préserver, de maintenir des activités tout à la fois agricoles et industrielles à l'échelle des espaces ruraux. Il faut se dire une chose, c'est que ce choix-là n'a pas été fait de la même manière dans d'autres pays. En Grande-Bretagne ou dans les pays du Nord, les autorités n'ont pas fait le choix d'asseoir la richesse dans les campagnes. En Grande-Bretagne, la richesse, elle était portée par l'industrie. Elle était en ville. La France, elle a fait le choix de maintenir une population active agricole en nombre à l'échelle du territoire. Et elle a fait en sorte que, justement, les produits agricoles puissent être transformés à l'échelle même de ces territoires. Tout comme on allait protéger la petite paysannerie, tout comme on allait rendre le paysan un propriétaire, on allait maintenir des activités qui allaient permettre la transformation de la laine, du blé, etc. Bon. Il faut bien se dire une chose, c'est que ce choix-là, il n'a pas été fait partout. Et c'est aussi pour ça que pour un Britannique ou pour un Néerlandais, l'émergence d'une agriculture hautement capitalistique et financière aujourd'hui n'est pas déstabilisante. Si nous, on est déstabilisés par les transformations qui ont cours, par l'effacement du modèle familial, c'est parce qu'à un moment donné, on l'a choisi, ce modèle. Disons qu'on a fait de la ferme familiale une exploitation et qu'on l'a voulu. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas pourquoi on a des difficultés à penser même les contours de l'engagement au sein des territoires. Ce choix, cette construction politique, elle a été aussi accompagnée. Elle a été accompagnée par des mouvements sociaux d'une ampleur inégalée en Europe. Ce choix de maintenir une agriculture nombreuse à l'échelle du territoire n'allait pas de soi, même pour la paysannerie, qui voyait des cadets partir à la ville dès la fin du XIXe siècle, durant la première moitié du XXe siècle. Et toute une génération s'est levée, et c'est cette histoire qui a marqué aussi les campagnes aveyronaises, et qui a fait de l'engagement un instrument au service de la conquête sociale, et pas seulement technique. C'est-à-dire que le choix de voir émerger une catégorie, la catégorie des agriculteurs, est le fruit d'un engagement collectif. Ce passage du paysan à l'agriculteur, il a été là, ici, non pas voulu par les pouvoirs publics, mais voulu par le milieu professionnel dans son ensemble. C'est cette fameuse révolution silencieuse, merveilleusement décrite par Michel de Bâtisse dans son ouvrage. Ça renvoie à des idées qui ont germé dans des mouvements comme ceux de la jeunesse agricole chrétienne, qui ont germé dans des écrits comme ceux de René Colson. Et l'idée était de faire en sorte que le paysan devienne un agriculteur à travers le développement et la diffusion des techniques, mais la diffusion des techniques, et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas le modèle agricole qu'on qualifie trop souvent et trop rapidement de productiviste. L'arrivée de la charrue ou du tracteur
était le symbole d'une profonde émancipation sociale. Et ce mouvement qu'on qualifie trop rapidement de techniciste, de productiviste, est le fruit d'une conquête, est le fruit d'un arrachement. Et le fruit d'un arrachement, et ça les plus jeunes l'ont peut-être oublié, à une condition. Cette condition, c'était celle d'être paysan. Et être paysan, c'était naître et mourir à la ferme. Ce n'était pas choisir un métier, c'était différent de la condition actuelle d'un agriculteur. Bon, si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui l'agriculture a du mal aussi à muter. C'est-à-dire que cette épopée, elle est le fruit non seulement de toute une génération, mais de tout un milieu qui avait conscience qu'il fallait non seulement transformer sa ferme, faire en sorte que la ferme devienne une exploitation familiale, mais que la ferme devienne une exploitation familiale inscrite dans un territoire où le couple allait avoir la possibilité de construire un projet en propre. Et donc, cette épopée, c'est l'épopée d'une génération, mais c'est l'épopée non pas d'une famille élargie, mais d'une famille qui est choisie, voulue, construite autour de deux figures. L'homme, la femme, son enfant qui allait reprendre, ou ses enfants qui allaient reprendre. Cette épopée, j'aime l'illustrer à travers notamment les unes de cette très belle revue, la revue Paysan, qui était d'une certaine manière la revue esprit de ce milieu qui cherchait à s'émanciper et qui, dès ses premiers numéros, donnait à voir ce que devait être la modernité. Et l'engagement, c'était un engagement de paysans, mais c'était un engagement de couple, c'était un engagement de femmes qui devait aussi, l'illustre cette couverture, conquérir leur position face à des hommes qui, jusqu'alors, tenaient justement les rênes de ces organisations patriarcales. Et ce mouvement-là, il n'allait pas de soi. C'est-à-dire que trop souvent, si je fais ce petit détour par l'histoire, c'est pour rappeler une chose, c'est que les rênes des organisations n'ont pas été confiées à la génération de Baptiste, Lacombe ou d'autres comme ça. Ça a été le fruit d'un combat, un combat silencieux. Ça a été le fruit d'une prise de conscience de ce que les paysans étaient. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas fait de cadeau. Et on parlait souvent aussi de la nécessité à l'époque de lutter contre l'individualisme. Mais à l'époque, il fallait créer. Il fallait s'arracher d'une condition. Et je reviendrai là-dessus, c'est peut-être la différence avec la période actuelle. Tout était à faire. Tout était à construire. Et c'est vrai qu'on ne demandait pas aux jeunes générations de mettre leurs pas dans les pas de leurs pères. On demandait à une jeune génération de créer, justement, les réceptacles, les conditions de la transformation. Et ça a été un profond mouvement qui a traversé l'ensemble des campagnes. Alors, ça a été porté par les mouvements comme la JAC dans les régions catholiques, ça a été porté par les instituteurs itinérants dans des régions plus laïques, ça a été porté par un ensemble d'acteurs. Et ça a débouché sur quoi? Ça a débouché sur une rencontre aussi, une rencontre avec des pouvoirs gaullistes qui, à l'époque, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ont cru en cette génération. C'est-à-dire que là, contrairement à la fin du XIXe siècle, où les républicains décident d'encadrer la profession, là, c'est la profession qui décide de s'encadrer elle-même. Et on va passer de l'encadrement bourgeois. À l'époque, rappelez-vous, les chambres d'agriculture étaient tenues par des grands bourgeois, des grands aristocrates. Il a fallu les conquérir aussi, ces chambres d'agriculture. Et grâce à qui cette conquête a été possible? Elle a été possible aussi grâce à cette rencontre avec les équipes de Gaulle qui avaient vu se mettre en place aussi de manière disparate à l'échelle des territoires ce qu'on va appeler progressivement le faire ensemble, l'agriculture de groupe. Et ça s'est traduit par quoi? Ça s'est traduit par des outils législatifs, les lois d'orientation 60-62, les décrets sur le développement, ont légitimé l'action collective. Des CETA, des GEDA, il en était créé un peu partout. Et ces groupes d'action en commun n'étaient pas légitimés jusqu'alors. Et il faut attendre ce moment-là de l'histoire pour que l'État légitime une agriculture qui sera avant tout une agriculture de groupe. Et qui dit agriculture de groupe, dit engagement.
Et ça, c'est quelque chose qui va marquer en profondeur l'agriculture française. L'agriculture française, la modernisation de l'agriculture française, et ça passera par une agriculture de groupe à tous les niveaux. CUMA, GAEC, CETA, c'est-à-dire que le groupe co-substantiel à l'engagement va marquer cette révolution. Et ça, c'est intéressant, compte tenu du fait qu'aujourd'hui on vit une transformation brutale, c'est de voir que les transformations ont pu être accompagnées par la construction du groupe et des groupes à toutes les échelles. Et ça, c'est une conception qui va se diffuser largement à l'ensemble du milieu. Ça aura été des motifs de satisfaction et ça aura été un vecteur de profond développement. Or aujourd'hui, les temps ont bien changé. Les agriculteurs ne sont plus les paysans d'hier. Et les agriculteurs aujourd'hui, après avoir vécu cette profonde transformation, après être passés de la condition paysanne au statut d'agriculteur, sont confrontés à trois tendances, trois bouleversements majeurs. Première tendance, premier phénomène majeur, l'entrée en minorité définitive. Deuxième tendance, l'éclatement des structures d'exploitation. Troisième tendance, les controverses qui entourent aussi le métier. Minoritaire, effacé, éclaté, controversé. Telles sont les conditions aujourd'hui dans lesquelles s'expriment ou doivent s'exprimer l'engagement et l'action collective. C'est-à-dire que le contexte a changé. Aujourd'hui, s'engager, c'est s'engager pour une population qui représente aujourd'hui 437 000 exploitations. Un nombre qui a baissé de moitié en 25 ans. À l'horizon 2030, on n'aura plus que 300 000 chefs d'exploitation. Cette courbe, difficile apparemment de l'inverser. D'ici 10 ans, à peu près 200 000 agriculteurs quitteront le métier. Et au-delà de cet effacement démographique, on a un vieillissement de la population. Il n'y a jamais eu aussi peu de jeunes dans cette profession. La profession agricole, c'est une profession qui vieillit et on le voit, ce vieillissement touche tous les types d'exploitation. Alors plutôt les petites, mais ça touche également les moyennes, notamment, et les grandes. Alors, il y a des points positifs dans ces évolutions. 30% des jeunes ou moins jeunes qui s'installent sont hors cadre. 30% des installations aujourd'hui, de moins de 40 ans, sont le fait de femmes qui n'adoptent pas le statut uniquement par contrainte ou après le départ à la retraite de leur époux. Donc on voit que c'est un métier qui est également désiré malgré tout ça. C'est-à-dire qu'on va le voir, ça explique bon nombre des controverses actuelles. Ce métier est non seulement choisi, mais attendu par une partie des Français et une partie de la profession, enfin du moins par une partie de la nouvelle profession, de la nouvelle génération. Alors, aujourd'hui, phénomène nouveau, c'est que ceux qui entrent dans le métier entrent beaucoup plus tardivement, après une période justement d'activité dans d'autres milieux professionnels, milieux qu'ils ne quittent pas complètement pour 30% d'entre eux, puisque 30% des hors cadres, pas des hors cadres, mais 30% pardon, des installations hors cadre et pas hors cadre, se font dans le cadre de la pluriactivité. C'est-à-dire que 30% des jeunes et moins jeunes qui s'installent gardent un pied dans une activité extérieure. Ça a partie liée avec la question de l'engagement aujourd'hui. On a même dans certains départements comme l'Aisne, près de 58% des moins de 40 ans, ce sont les derniers chiffres de la MSA, qui s'installent comme pluriactifs. Donc c'est loin d'être négligeable et ça donne à voir justement les tiraillements incarnés par cette population qui non seulement fait couple avec des conjoints ou des conjointes qui ne travaillent plus sur l'exploitation, mais qui, pour 30% d'entre elles, gardent un pied à l'extérieur. Alors, on a effectivement une agriculture familiale qui demeure, mais ces affaires de famille sont de plus en plus complexes. On le voit, aujourd'hui, la famille ne se vit pas de la même manière. La famille, aujourd'hui, elle témoigne d'une grande modernité. Et je pense qu'elle illustre l'entrée définitive des agriculteurs dans la modernité. Une modernité qui renvoie aussi à une évolution des structures d'exploitation, un éclatement aux marges.
une coexistence des structures d'exploitation. Si jadis, il apparaissait peut-être plus facile de s'engager pour des agriculteurs, c'est parce qu'il y avait un seul modèle à défendre, il y avait un seul projet, une seule ambition. Il fallait s'extraire d'une ferme familiale et faire en sorte que cette ferme devienne une exploitation de taille moyenne, familiale, à 2 UTH. Or aujourd'hui, on voit bien que les structures d'exploitation, les projets d'entreprise sont très très différents. S'il reste encore 3 agriculteurs à l'échelle d'un canton, vous pouvez être sûr que ces 3 agriculteurs vont porter peut-être 3 projets de vie différents, 3 structures familiales différentes, 3 types de projets d'entreprise différents. Donc ça rend difficile la construction d'un modèle homogène et sur lequel on peut se battre plus facilement. Et ce qui est assez troublant dans les réalités actuelles, c'est le fait que le modèle de l'exploitation moyenne à 2 UTH, ce pourquoi toute une génération s'est battue, eh bien il s'efface. Il s'efface beaucoup plus vite en rythme de disparition que les très petites. Et on voit qu'à côté des très petites, émerge aussi une agriculture que je qualifierais de firme, c'est-à-dire qui emprunte à d'autres secteurs d'activité et qui relève d'un travail salarié qui s'accroît dans les exploitations, quels que soient les secteurs. Et le trouble qu'on vit, il est lié aussi à ça. La forme d'entreprise agricole dont on a fait un modèle, porté par une famille, avec un papa, une maman et des fils et des filles qui allaient reprendre, s'efface plus vite que les autres formes. C'est aussi ça les troubles, c'est ça aussi qui explique les troubles de l'agriculture française. Et on le voit, j'ai essayé avec mon équipe d'aller plus loin dans l'analyse des chiffres du recensement agricole. Quand on travaille les données du recensement agricole, on se rend compte de quoi? Oui, Madame la Marquise, pas de crainte, 90% des exploitations françaises sont familiales. Mais regardons un peu de près la structure même de ces familles. 90% d'exploitations familiales, oui, mais 30% de ces exploitations sont gérées par des hommes seuls, avec un ou aucun salarié. Le modèle classique, il ne représente plus que 20% des exploitations. À côté de ça, on a des structures familiales qui relèvent de la micro-exploitation, une agriculture résiduelle d'une certaine manière qui fonctionne grâce à la pluriactivité et les compléments de revenus. Alors on a des alliances aussi de nouveaux types. On a des GAEC, des CUMA intégrales, qui sont des alliances entre des jeunes issus du milieu, mais qui rassemblent leurs capitaux familiaux pour créer, comme un jeune start-upper du secteur industriel ou informatique le ferait, une structure collective, mais qui n'a plus rien à voir avec un exercice en couple du métier. Et à côté de ça, on a quand même 10%, vous allez me dire que ce n'est pas la majorité des exploitations françaises, qui n'ont plus rien à voir avec ce modèle à 2 UTH, qui ressemble plus, parce que le capital est encore familial, à des entreprises type Hermès ou L'Oréal, ou des grands domaines viticoles, qu'à des exploitations familiales telles qu'on les imagine. Sauf que ces exploitations, elles représentent 30% de ce qu'on appelle, là c'est un gros mot, la PBS. C'est quoi la PBS? C'est le chiffre d'affaires de la ferme France, moins les subventions. C'est-à-dire que vous avez 10% de très grandes entreprises du secteur qui contribuent à hauteur de 30% à la construction de la valeur de la ferme France et qui représentent aujourd'hui 28% de l'emploi agricole. Donc, ces chiffres sont là pour montrer quoi? Montrer les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, que rencontre tout à la fois la profession agricole, mais également les politiques, à construire un discours unifiant, voire même porté par un modèle. Alors, je pense que ce n'est pas que négatif, je pense que tout ça, c'est stimulant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut retrouver des réponses en termes d'engagement, de dispositifs de politique publique adaptés à chacune de ces formes. Ce métier étant choisi, il est tout à fait normal qu'il s'incarne dans des tailles d'entreprises, dans des types de fonctionnement différents, avec une population agricole plus que jamais moderne, qui est passée par d'autres univers professionnels. Il est tout à fait normal que l'entreprise agricole emprunte à d'autres secteurs, innove en matière d'organisation. Mais ça rend compliqué, effectivement, les choses, ou du moins ça les rend pas si simples. Alors on a
réfléchi à une infographie avec le ministère, ça va sortir d'ici 2 jours. On a essayé de synthétiser 5 types de mobilisation de la main-d'œuvre. Vous voyez, la famille ou l'exploitant seul, eh bien, en fait, elle a chuté de moins 37%. On voit qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se développe en termes de forme d'organisation du travail en agriculture? Plus 53% entre 2000 et 2016 pour le développement d'une forme d'organisation du travail basée sur la sous-traitance. Plus 79% d'entreprises agricoles où on trouve des jeunes et moins jeunes qui s'associent ensemble parce que il n'y a plus forcément quelqu'un dans la famille pour s'associer avec lui, pour créer de nouveaux collectifs. Et on voit que les exploitations où le salariat est prépondérant augmentent de plus de 23%. C'est-à-dire qu'on voit bien que toutes ces entreprises agricoles où les salariés prennent une place de plus en plus importante ne cessent d'augmenter, au détriment d'exploitations où le travail demeure essentiellement familial. Vous voyez, la taille du petit bonhomme illustre l'ampleur soit de l'effacement, soit de l'amplification. Oui, on a aujourd'hui des agricultures qui sont portées par des entreprises comme les autres qui font l'objet de processus de rationalisation, de complexification, je dirais même d'invisibilité. Vous voyez ici même une photo aérienne d'une entreprise dans laquelle je travaille et que j'étudie et dans laquelle on produit, parce que ça c'est que le siège social, hein, c'est 7 sites d'exploitation dans toute l'Europe, on produit 25 000 bovins avec des unités de production parfois à 5 ou 6 000 bovins. Donc on voit qu'il y a une complexification d'un certain nombre d'entreprises. Alors je ne dis pas que c'est quelque chose qui va se répandre, mais je dis simplement que, quoi qu'il en soit, quoi qu'on en pense, les exploitants familiaux coexistent aujourd'hui et mettent sur le marché des produits qui sont en concurrence avec d'autres types d'exploitation et d'autres types d'entreprises. Et on voit bien que, même derrière le bocage, même en zone d'élevage, et là vous avez des photos d'une seule entreprise, mais c'est 3 sites de production qui apparaissent dans l'appareil de statistiques qui a fait l'objet d'investissements. On est simplement à 40 km de Limoges. Bon, là vous avez 3 entreprises avec des structures capitalistiques familiales, mais c'est géré par un même couple d'investisseurs et c'est géré par une vingtaine ou une trentaine, je ne me souviens plus, de salariés permanents. Et on est dans le secteur du bovin-viande. Bon, tout ça pour dire que on a des évolutions qui sont majeures et c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend des cris d'orfraie autour des fermes de 1000 vaches, mais on voit bien que les choses évoluent beaucoup plus vite que ce qu'on peut raconter dans la presse. Et on voit bien aujourd'hui que les agriculteurs et certains chefs d'entreprise empruntent des façons de manager aussi le personnel à des secteurs industriels ou commerciaux. Donc on voit bien qu'il y a de nouveaux métiers qui émergent aussi. Tout ça n'est pas que négatif, c'est-à-dire qu'on voit que, alors n'en déplaise effectivement peut-être aux jeunes agriculteurs qui, et ils ont raison de le faire, s'attachent à défendre effectivement un modèle qui est celui de l'installation. On voit bien que l'entrée dans les métiers aujourd'hui en agriculture prend des chemins très très divers. On voit qu'aujourd'hui le salariat n'inquiète pas forcément non plus des enfants d'agriculteurs qui souhaitent revenir parfois par cette case-là dans des unités de production peut-être de grande taille et que bon voilà, il y a des contributions à l'emploi agricole aujourd'hui qui sont très très différentes d'une exploitation à l'autre. Voilà. Alors il ne s'agit pas pour moi de dire que je défends, enfin c'est pas parce que, alors attention que les choses soient claires, c'est pas parce que je pose un mot sur cette réalité ou que je la décris que je la défends. Je dis simplement que ça existe. Ça c'est mon job de sociologue que de dire voilà ce qui existe, voilà ce qui se fait. Après c'est aux professionnels, aux politiques de s'en saisir et de savoir comment encadrer ou pas ces formes d'entreprise. Mais c'est aussi le contexte de l'agriculture française. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas penser que l'agriculture française échappe à des phénomènes qu'on voit en Argentine, en Ukraine ou ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des tendances de fond qui vont bel et bien au-delà des particularismes locaux et nationaux. On a pu penser à un moment donné qu'il n'y avait qu'un seul modèle d'entreprise en France. Non, je suis désolé,
c'est plus trop le cas. Je suis même prêt à parier qu'il n'y a pas forcément même de modèle. Et on voit bien en plus que ces entreprises, elles ont la capacité de switcher sur les marchés et puis de jouer sur non seulement des circuits longs, mais aussi sur des circuits courts. Bref, les choses bougent et puis à côté de ces phénomènes de rationalisation, moi il y a un phénomène qui m'apparaît être majeur et qui est à l'heure, c'est un phénomène d'invisibilité des formes d'organisation de la production et un phénomène de tertiarisation même de l'activité agricole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certes, l'agriculture demeure familiale, mais on voit bien que le patrimoine, parfois, prend le pas sur le projet économique en famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des familles agricoles, ou du moins ceux qui partent des familles, et c'est vrai des familles aveyronaises comme des autres, ne vont pas se sacrifier sur l'autel de l'exploitation et souhaitent conserver peut-être le patrimoine, mais souhaitent prendre en charge peut-être tout ou partie du travail sur ces exploitations. C'est-à-dire que le modèle familial, il est bousculé aussi, n'en déplaise à la profession, par des changements de préférence dans les familles elles-mêmes, qui n'hésitent plus, pour conserver le patrimoine, non pas à installer, c'est-à-dire que malheureusement l'installation ne va pas forcément de soi, mais à faire prendre en charge le travail par le compte de tiers pour pouvoir maintenir justement le patrimoine. C'est-à-dire que rappelez-vous le grand combat quand même des jeunes agriculteurs dans les années 50-60, ça a été de lutter contre les logiques de rente. La propriété n'était pas une quête absolue. Il s'agissait de pouvoir avoir accès. Bon. Il fallait rompre avec des logiques patrimoniales qui empêchaient les plus jeunes de s'installer, confère les SAFER, confère, etc. Et aujourd'hui, on voit qu'on assiste peut-être à un renversement. C'est-à-dire que les familles agricoles confisquent aussi, par un changement de préférence aussi, des formes d'organisation. Alors, et puis à côté de ça, si ces formes-là émergent, c'est aussi parce que dans l'incapacité de trouver des repreneurs à l'échelle de certains territoires, eh bien, certaines entreprises, que ce soit des entreprises privées, coopératives ou autres, sont un peu contraintes aujourd'hui à mettre en place des dispositifs de prise en charge du travail pour veiller à ce que la capacité de collecte des outils industriels en place puisse être maintenue. Et c'est vrai en Aveyron comme ailleurs. C'est vrai dans le secteur de la production porcine comme dans le secteur de la production céréalière. Simplement, ça prend des ampleurs plus ou moins inégalées. Dans le seul département de la Haute-Garonne, pas moins de 20% des exploitations en grande culture délèguent intégralement l'activité de l'exploitation. En Bretagne, je regardais les chiffres dernièrement, vous avez 18% des exploitations laitières qui délèguent intégralement la partie grande culture. C'est-à-dire qu'avec la libéralisation des cours, avec le fait qu'on a des jeunes agriculteurs qui font délibérément le choix d'être éleveurs et souhaitent être très performants, souhaitent déléguer. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait écho à la question de l'engagement aussi, vous savez, la matrice de la polyculture élevage. En France, on faisait un peu de tout partout. Ça a été le ciment. Le modèle agricole français, il s'est appuyé sur quoi? Il s'est appuyé sur une exploitation plutôt de polyculture élevage. Ce à quoi on assiste, c'est un éclatement, justement, et un effacement de la polyculture élevage. Parce que parmi les exploitations familiales moyennes qui trinquent le plus, ce sont les exploitations de polyculture élevage en zone intermédiaire, qui de plus en plus ont recours à ce type de dispositif-là. Donc ça change la donne en termes d'engagement parce qu'un certain nombre d'organisations professionnelles vont devoir avoir affaire à de nouveaux acteurs. C'est-à-dire que les acteurs de la production agricole ne seront pas et ne sont plus forcément systématiquement que des exploitants agricoles. Je sais que ça peut vous troubler, mais l'activité productive agricole peut être le fait de sociétés de gestion, peut être le fait d'entreprises agricoles. Mais les agriculteurs eux-mêmes, aujourd'hui, parfois même pour contourner le contrôle des structures, ont créé des SARL pour faire de la prestation. Hein. Donc, ce n'est pas un mouvement uniquement exogène, hein. C'est un mouvement aussi endogène. Hein. Donc, c'est quand même intéressant de voir que ça vient bousculer le monde des organisations professionnelles agricoles. C'est-à-dire que l'agriculture, demain, sera le fait d'une population de plus en plus variée. Donc, cette question, elle se pose en plus dans un contexte un peu nouveau,
avec de nouvelles attentes sociétales. C'est-à-dire qu'on voit bien que non seulement la profession agricole évolue, la place qu'elle occupe dans la société évolue, mais également en valeur relative. C'est-à-dire que dans les espaces ruraux, les agriculteurs notamment, et les ruraux eux-mêmes, n'occupent plus les mêmes positions sociales. Le grand magazine Time titrait aussi sur cette révolution très française, qui voit quoi ? Et qui témoigne de quoi? Qui témoigne d'un retournement de l'exode, c'est-à-dire qu'en fait, les campagnes françaises aujourd'hui, elles sont désirées. C'est même là, ou du moins dans certaines, qu'on enregistre les taux de croissance démographique les plus forts. Alors, dans des campagnes littoralisées, périurbanisées, etc. Bon. Mais on voit bien que les campagnes sont désirées, et que les positions sociales des uns ne vont plus de soi. C'est-à-dire qu'en fait, les campagnes ne sont plus regardées pour les mêmes raisons. C'est ça aussi le drame de la profession agricole, que de s'être battu contre l'exode, et de voir qu'au moment même où l'exode met un terme à son mouvement inexorable, il témoigne non pas d'un retour à la profession, mais d'un retour à la campagne pour des fonctions plutôt résidentielles ou patrimoniales. Et on voit bien que ici même se nouent les ressorts de l'engagement actuel, c'est-à-dire un engagement qui renvoie aussi à une confrontation entre des campagnes vues comme des lieux de résidence, vues comme des patrimoines, et des campagnes vues comme des outils de production. Confère ce que je vous ai dit sur l'histoire. Si j'ai fait le détour par l'histoire, c'était aussi pour ça. C'est-à-dire que notre conception très française d'une richesse agricole partagée, mélangée, vient buter sur de nouvelles rationalités environnementalistes, résidentielles. Bref, on voit bien que la place des agriculteurs ne va pas de soi et que de nouveaux rapports de force s'expriment. Alors pas en ville. Le comble, c'est que la controverse, elle est portée par le cousin qui est revenu après 30 ans d'exercice à Paris, à Montpellier ou à Toulouse. C'est-à-dire que la controverse, elle est portée pour ces gens qui sont même issus parfois du milieu et qui se pensent même assez légitimes pour en parler, comme s'ils ne l'avaient jamais quitté. Et c'est assez intéressant de voir que aujourd'hui, ce milieu est confronté non seulement à des crises économiques, mais ça c'est pas nouveau, mais à une remise en question même de l'exercice du métier, confère ce qui se passe en élevage. Et ces controverses, elles sont d'autant plus fortes ou difficiles à vivre, je dirais, par des agriculteurs, qu'elles s'incarnent par des discussions même en famille. Je disais tout à l'heure, c'est quand même fou cette profession sur laquelle on a un avis à donner tout le temps. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, le dimanche en famille, ça ne viendrait pas à l'esprit de Tata Louisette de vous parler de la politique industrielle française ou de la dernière décision prise par le ministre de l'économie. Par contre, vous dire comment doit faire Robert, agriculteur dans le coin, pour mieux exercer, ça oui. Bah oui, c'est normal, tu comprends. Moi j'en suis issu, et puis c'est ce que je mange. Bon. Et ça explique pour beaucoup ces controverses, ces moments chauds. Et c'est intéressant de voir que cette profession, en fait, elle cristallise des tensions et des controverses au moment où elle est le plus attendue. Alors attention, moi je disais tout à l'heure à table, certes il y a une remise en cause des régimes productifs, etc. Mais cette situation, elle est liée au fait que les agriculteurs sont une minorité comme les autres. Moi, vous savez, dans la société contemporaine, je ne connais pas beaucoup de professions qui ne sont pas controversées. L'instit ne sait plus faire son travail. Le médecin, avec ses vaccins, fait mal son travail. Le magistrat fait mal son travail. Bon, bref, je pense, et ça doit aider les agriculteurs que vous êtes, ou certains d'entre vous êtes, à relativiser. C'est-à-dire que vous êtes définitivement entrés en minorité dans la société française, mais vous êtes définitivement entrés en modernité. Et que la parité, vous l'avez jusqu'au bout. C'est-à-dire que si vous l'avez conquise, vous l'avez conquise aussi dans l'adversité. Et elle s'incarne dans l'adversité. C'est-à-dire que vous êtes un peu comme les autres. C'est-à-dire que fini le temps où vous étiez un peu les chouchous de la République, c'est ça qui est dur à vivre, et vous êtes bousculés. Alors ça doit être aussi un élément qui explique les ressorts de l'engagement. Même si, en plus, il y a des réponses qui sont apportées par les agriculteurs, même si on voit que
malgré tout, le lien n'est pas complètement distendu. On voit bien qu'il y a des phénomènes de réassurance identitaire, qu'il y a des actions qui sont portées par les agriculteurs et les consommateurs pour améliorer ces situations, confère des démarches à travers des systèmes agroalimentaires un peu alternatifs. Bref. Tout ça, ça m'amène à dire que le contexte a changé, mais que les nouvelles pratiques autour de l'engagement, effectivement, changent au regard de ce contexte. Les populations changent, mais les conceptions de l'engagement changent. Là, si l'engagement change, c'est aussi parce que la belle histoire que j'ai pu décrire, cette conquête sociale, elle ne fait pas forcément mémoire chez les plus jeunes. Ce système professionnel fait d'un grand nombre d'organisations qui embrassent la profession dans son ensemble. Aujourd'hui, la plupart des jeunes ne savent pas forcément d'où elles viennent, ces organisations. Donc en fait, ce manque de mémoire fait que aujourd'hui, il est difficile parfois de s'y engager. Et puis, il y en a tellement aussi que c'est difficile de faire des choix. Et puis d'autre part, on voit que les nouvelles générations aujourd'hui aiment bien échanger économiquement, socialement, techniquement, mais sont plutôt des adeptes contre le prêt-à-penser, c'est-à-dire qu'ils aiment bien effectivement construire leurs propres solutions. Et ils cherchent avant tout dans les organisations ou dans l'engagement des situations pour réduire des situations d'incertitude sociale, professionnelle. Et puis, ils cherchent aussi avant tout à se libérer d'un certain nombre de contraintes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas face à des agriculteurs qui sont plus individualistes, mais à des agriculteurs qui sont confrontés à d'autres types de contraintes. C'est-à-dire qu'il y a des choix qui s'opèrent. Il y a des choix qui s'opèrent pour mieux s'engager aussi dans la vie locale, parce qu'il y a des consensus, des concessions à faire au sein même des familles. Et puis, il y a des nouvelles façons de penser le collectif. On le voit avec l'apparition des plateformes numériques. On voit bien que le village n'est pas simplement le cadre des relations sociales des nouvelles générations. On voit bien que dans les territoires ruraux, aujourd'hui, dans les cantons, il y a de moins en moins d'agriculteurs. Pour autant, il y a un désir quand même de construction de liens. Alors ce lien, il se construit parfois sur la toile. Il se construit dans des nouvelles formes d'action collective. On le voit, le numérique incarne assez bien, disons les plateformes numériques incarnent assez bien la capacité que les agriculteurs n'ont pas à se replier, mais à inventer aussi de nouvelles façons de concevoir le collectif. Donc la question qui se pose à eux est de savoir comment ils peuvent déployer aussi des outils de ce type au service des territoires ruraux, tout comme ils le font aujourd'hui pour leur profession. C'est-à-dire que dans le domaine de l'économique, du financement, du développement, aujourd'hui les agriculteurs sont porteurs de nouvelles façons de penser le collectif. Donc attention, il y a encore de l'action collective dans cette profession. Ça ne prend pas les mêmes contours et ça entre en concurrence parfois avec les organisations, mais il y a une dynamique nouvelle. Et ça, c'est intéressant quand même à observer. On voit bien que les liens sociaux ne se résument pas au voisinage. On voit bien aussi une chose, c'est que les plus jeunes sont détachés des groupes de pairs, entre guillemets, PAIRE, locaux. C'est-à-dire qu'on voit bien que la proximité, elle se construit aussi sur le net, elle se construit de manière virtuelle. Elle ne se construit pas forcément de la même manière. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on n'échange pas de la même manière avec nos voisins, même dans l'espace rural, qu'hier. Ce n'est pas la participation simplement à une réunion qui constitue ou qui incarne l'échange. Je ne vais pas reprendre l'exemple du mail, mais des diffusions, des interfaces aujourd'hui permettent aussi quand même d'échanger beaucoup plus facilement qu'hier. Alors en conclusion, quels sont les défis peut-être à relever, et puis on en parlera, quelles sont les pistes d'action peut-être à évoquer pour les organisations. Moi je pense qu'on a des agriculteurs, mais des organisations agricoles qui sont confrontées au fait que elles incarnent aussi une minorité, mais une minorité qui est confrontée à une pluralité d'acteurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aussi construire de nouvelles alliances aussi avec ces nouvelles populations. Il faut arriver à apprendre d'elles, c'est-à-dire que ce qui est assez fou et très paradoxal, c'est que les nouvelles populations dans les espaces ruraux, ou même les citadins, savent beaucoup plus de choses de vous, ou des agriculteurs, je dirais, que vous-même n'en connaissez d'eux.
Et je pense qu'il y a un travail justement d'apprentissage autour de ces populations qui arrivent. Bon. On pense les connaître, on pense connaître le cousin qui est parti 30 ans à l'étranger ou à Paris, mais on ne le connaît pas. On ne connaît pas la manière avec laquelle il mange, il conçoit aussi l'espace. Bon, bref. On a aussi la nécessité d'imaginer des organisations un peu plus souples pour un métier qui se complexifie. Comment voulez-vous qu'on s'engage aujourd'hui comme hier, alors qu'on est de plus en plus seul sur l'exploitation, qu'on est en quête d'innovation en permanence, que les prises de décision sont de plus en plus difficiles à prendre, que les jeunes agriculteurs sont en permanence en train de négocier leur position. Ils négocient leur position au sein du conseil municipal, ils négocient leur position en famille. Quand ils décident d'acheter un tracteur, c'est le fruit d'une négociation à perte de vue avec un conjoint qui réclame aussi un retour sur investissement. C'est-à-dire, bref, on a quand même aussi toute une génération qui n'est pas forcément désengagée, mais qui a tellement de marmite sur le feu qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Et ces choix-là, pour les faire, il faut les aider aussi. Je pense qu'il faut aussi que les organisations, que les collectivités aussi assouplissent aussi les règles de fonctionnement, permettre aussi à des jeunes de penser qu'ils ont leur place dans des organisations qui ont été à un moment donné créées, fondées par leur père ou leur grand-père. Donc ça me paraît essentiel. Et puis je dirais qu'il y a la nécessité aussi pour que les jeunes, et notamment les jeunes agriculteurs, s'engagent plus facilement, avoir des organisations, des collectivités, mais même c'est vrai des organisations professionnelles comme des collectivités territoriales, qui arrivent à concilier défense des intérêts collectifs et pragmatisme individuel. C'est-à-dire qu'on a aussi toute une génération qui ne souhaite pas devenir le petit clerc d'une organisation ou d'une collectivité. C'est-à-dire qu'on a de nouvelles générations qui ne vivent pas sur le mode de la fusion avec la mairie ou le territoire ou l'organisation, qui souhaitent parfois s'en détacher. C'est-à-dire, alors, certains appelleront ça du zapping, mais non. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des publics agricoles et ruraux beaucoup plus mobiles. Des gens qui ont fait le choix d'entrer dans le métier plus tardivement, qui font parfois même le choix de le quitter ou qui ne s'interdisent pas de bouger. Bon, donc du coup, leur proposer des types d'engagement qui sont plus synonymes d'enfermement que d'ouverture, c'est paralysant. Hein. Vous comprenez bien que c'est pour un jeune de 20 ans, s'entendre dire « tu dois reprendre l'organisation créée par ton arrière-grand-père », je vais vous dire, il préfère, pourquoi pas, construire un nouveau dispositif avec un pote et créer, je sais pas, une plateforme ou un réseau d'échange. Bon, il faut aussi admettre que les nouvelles générations ont besoin de créer des espaces et de nouveaux espaces aussi de dialogue. Hein. Et puis, comme je disais tout à l'heure, les organisations, notamment professionnelles, parce que je vous parle aussi de ce que je connais, je n'ai pas forcément travaillé sur l'engagement rural au sens large, mais doivent refaire un travail aussi sur leur mémoire. C'est-à-dire qu'il faut rappeler ce que je disais tout à l'heure, cette histoire, à un moment donné, pour que on redonne du sens aussi à l'engagement. Et puis, je terminerai là-dessus. Pour que l'engagement soit possible, il faut que les organisations, les collectivités, à l'échelle des territoires, donnent à voir d'elles-mêmes des lieux de porosité sociale, des lieux d'échange, des lieux qui incarnent une diversité de postures, de positions, incarnent une diversité de modèles économiques, de façons de concevoir l'entreprise. Si je prends le cas des organisations professionnelles, qui ont la capacité d'écouter aussi des nouveaux projets. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on arrivera à relancer des organisations de l'engagement à l'échelle des territoires si on est capable d'écouter les raisons pour lesquelles un jeune qui vient s'installer va porter un projet différent de ceux qui sont en place. Bon, bref. Et ça peut être aussi des projets d'entreprise, c'est-à-dire qu'on n'a pas derrière les nouvelles installations, derrière les nouveaux venus, que des gens qui n'ont pas un projet économique ou autre. Donc voilà, je pense qu'il faut reconstruire des lieux d'apprentissage en commun, et c'est à partir de là qu'on arrivera justement à faire en sorte que, ce qui est le défi pour moi majeur des espaces ruraux, c'est-à-dire la coexistence, non seulement des modèles d'entreprise, mais des façons de vivre ensemble, puisse perdurer. Voilà en substance ce que je pouvais vous dire. Voilà à grands traits brosser quelques évolutions. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Tout de ce que j'ai dit est très très loin d'être négatif. Je pense qu'on est vraiment à un virage
je pense que ce virage, on peut le prendre, et je pense que ça augure de très très belles choses pour l'agriculture et surtout pour la place qu'occuperont les agriculteurs dans les espaces ruraux. Merci. Bien, merci beaucoup François pour cette intervention. Je suppose qu'il y a des questions. Il faut toujours qu'il y en ait un qui se lance en premier. Oui, allez, c'est parti. La plus dure, c'est la première. Oui, vous nous avez fait un tableau qui nous démontrait l'impact de la politique sur l'évolution agricole. En fait, ce sont les ministères de l'agriculture qui ont pris des orientations, et ces orientations ont été suivies par le monde agricole. Aujourd'hui, vous nous présentez un tournant qui semble apparaître. Est-ce que le monde agricole sera autonome initiateur et ne dépendra pas forcément de la politique et des orientations politiques? Est-ce que lui-même pourra prendre ces orientations? Moi, je vois, par exemple, je connais l'exemple Terre de Liens au niveau des structures. J'ai vu d'autres exemples. Ce sont des expériences qui sont faites. Je ne sais pas où elles aboutiront et comment elles se pérenniseront. Mais c'est surtout peut-être les orientations aussi de la PAC et peut-être du transfert des systèmes économiques utilisés dans le monde industriel et de l'économie normale qui vont aussi s'appliquer à l'agriculture. Est-ce que finalement ces systèmes économiques ne vont pas forcer eux-mêmes les agriculteurs à prendre leurs décisions sans attendre les orientations politiques? Alors, deux choses, comme j'ai essayé de le montrer. Alors, la politique agricole, notamment en France, elle est le fruit d'une co-construction entre l'État et les organisations professionnelles. En 1960, un accord est passé entre l'État et la profession. À la profession, le développement agricole, via des fonds qui sont ceux du développement, à l'État, les grandes négociations internationales. Donc, c'est ce qu'on a appelé pendant longtemps la cogestion. Alors, vous allez me dire, elle est plus ou moins malmenée, cette cogestion, mais la politique agricole, elle a été le fruit aussi d'une rencontre entre un État soucieux de moderniser une France qui était en piteux état et soucieuse d'accompagner aussi techniquement des agriculteurs qui étaient en quête de modernité et en quête de reconnaissance sociale. Donc peut-être que des erreurs ont été commises, mais il ne faut pas oublier que cette politique agricole elle est le fruit d'une réponse à cette volonté de s'arracher à une condition qui était une condition qu'on idéalise aujourd'hui, mais qui était aussi, qui se traduisait par l'exode, qui se traduisait par des situations dramatiques aussi dans les familles. Donc ça, c'est important de bien avoir à l'esprit, notamment pour les jeunes générations, que cette politique, elle ne s'est pas qu'imposée. Elle a été une nécessité à un moment donné. Alors effectivement, elle n'a peut-être pas pris les virages qu'il fallait, mais je pense qu'effectivement, on peut contester certaines prises de décision qui ont été prises par la suite. Mais malgré tout, elle a montré quand même son efficacité. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y aurait pas eu la loi d'orientation en 60, puis la loi complémentaire en 62, il n'y aurait pas eu les SAFER, même si elles sont parfois décriées, on n'aurait pas 430 000 chefs d'exploitation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a peut-être des critiques à apporter à plein de choses, mais malgré tout, on a mis en place des outils qui ont été à un moment donné quand même assez efficaces. Après, les évolutions que je dessine, elles ne traduisent pas simplement la main de Bruxelles ou la main de Genève. Ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que les familles elles-mêmes évoluaient. C'est-à-dire que les entreprises et leur place dans les territoires évoluent au regard de l'évolution de la politique agricole, mais il y a des changements profonds dans les mentalités, dans les familles agricoles qui expliquent des façons de penser l'organisation du travail qui sont différentes de celles d'hier. C'est-à-dire que les agriculteurs ne sont pas qu'en situation de victime, hein. Ils imaginent des choses. Hein. Tout ça n'est pas que négatif. Hein. Il y a des choses intéressantes qui sont en train de se passer. Mais parce que les familles changent.
Parce que vous ne prenez pas les décisions de la même manière aujourd'hui dans ces familles qui sont beaucoup plus complexes qu'hier et qui incarnent véritablement la modernité. Donc après, je pense que malgré tout, les agriculteurs sont attendus dans ce qui pourrait être appelé comme étant non pas un modèle d'entreprise, mais un modèle de gestion de la coexistence. C'est-à-dire que peut-être que l'ambition qui doit se dessiner aujourd'hui, c'est pas celle de d'écrire les contours d'un modèle pour un type d'entreprise, mais d'essayer d'expliquer quelles sont les politiques publiques qui vont permettre à tout le monde d'être là demain. C'est ça l'ambition qu'il faut avoir, c'est-à-dire l'ambition de respecter des projets qui sont portés peut-être par des logiques plus entrepreneuriales, plus capitalistiques pour les uns, plus résidentielles pour les autres. C'est ça le défi. C'est ça le défi. Le défi, c'est de faire en sorte que les jeunes de 20 ans qui ont fait véritablement le choix d'être agriculteurs et qui n'ont pas été assignés à la condition de paysans et qui ont fait véritablement ce choix après un parcours beaucoup plus complexe, c'est la capacité qu'on aura à ce qu'ils soient là dans 30 ans. C'est ça le défi. Le défi, il est là. Le défi, il est dans notre capacité à maintenir aussi de l'emploi à l'échelle des territoires. Et peut-être qu'il y aura peut-être un peu moins de chefs d'exploitation, mais si par contre ces exploitations, elles permettent de créer 10 emplois dans des situations relativement confortables, eh bien, on aura gagné aussi. Si demain, on est capable de voir le salarié entrer au capital et s'installer parce que l'enfant ne reprendra pas, ben on aura gagné aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne sera pas que négatif. Et c'est pas grave si c'est transformé. Mais si on a donné l'occasion effectivement à quelqu'un qui venait de la ville de trouver un emploi dans cette entreprise, de s'épanouir, de gagner sa vie et de redevenir lui-même après, pourquoi pas, indépendant, eh bien c'est bon, le pari il sera gagné. Je pense que voilà, ça augure des choses intéressantes aussi. Alors, le temps qu'une autre main se lève, moi j'ai une question concernant vraiment l'engagement des nouvelles générations. Est-ce que aussi le fait que on ait changé, on va dire, de modèle agricole, c'est-à-dire on est passé d'un modèle où il y avait un agriculteur sur une ferme, et où progressivement on est passé sur des modèles d'association, où effectivement c'était plus le modèle du couple, mais l'agriculteur sur sa ferme avec son conjoint ou sa conjointe qui était à l'extérieur. Est-ce que du coup le fait qu'il y ait, ce que vous le disiez tout à l'heure, plus de négociations internes à l'intérieur de l'exploitation, est-ce que ça du coup limite pas aussi l'engagement, étant donné que finalement il y a un engagement différent avant de s'engager, comme on peut l'entendre, en tout cas nous, aux jeunes agriculteurs, dans un syndicat ou dans un comité des fêtes, ou par exemple, enfin, tant de choses. Ben oui, parce qu'il y a une coïncidence qui est beaucoup moins forte entre les sphères familiales et les sphères professionnelles. C'est-à-dire que en fait, quand votre conjoint ou votre conjointe rentre le soir de son boulot, elle a envie de retrouver son conjoint ou sa conjointe avec elle autour de la table. Bon, donc c'est-à-dire que la décision de partir, elle se fait aussi au regard de ça. Qui garde les enfants? C'est-à-dire que effectivement, il n'y a plus la grand-mère pour garder les enfants, puisqu'on est seul avec un salarié. Donc oui, c'est le fruit d'un consensus, tout comme la prise de décision dans l'achat d'un matériel est synonyme de négociation, la prise de responsabilité est synonyme de négociation. Pourquoi? Parce que les couples agricoles sont touchés par une instabilité qui traverse l'ensemble des couples. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les familles agricoles ont été préservées, entre guillemets, du divorce, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Et on voit bien qu'il y a de nouvelles générations aujourd'hui qui cherchent aussi à préserver un élément très important pour eux, qui peut être sujet à instabilité. Donc, aujourd'hui, vous n'allez pas faire les concessions de la même manière. Et ça se comprend. Et tant mieux. On peut admettre qu'il est normal à un moment donné, au regard d'une reconfiguration familiale, de prioriser. Et puis, voilà, contrairement à ce qui se passait hier, un agriculteur père de famille considère que aller s'engager dans le club de foot de son gamin est aussi important pour lui en termes d'épanouissement que dans un syndicat. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas envie de faire revivre à son gamin ce qu'il a vécu avec un père agriculteur ou responsable professionnel qu'il n'a jamais accompagné sur un terrain de foot ou un terrain de rugby. Voilà. Et donc, si vous voulez, vous avez de nouvelles générations d'agriculteurs qui vont considérer que leur place,
n'est pas dans un désengagement, mais que leur engagement est peut-être ailleurs. Alors vous allez me dire, c'est difficile de trouver aussi des jeunes qui s'engagent dans d'autres associations, mais on priorise. On est de moins en moins nombreux à l'échelle du territoire. On est minoritaire dans sa propre famille. On fait des choix. On fait des choix. On fait des choix parce que on est rappelé à l'ordre en permanence quand on est agriculteur. On est rappelé à l'ordre par la banque. On est rappelé à l'ordre par son époux. On est rappelé à l'ordre par son enfant. Ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est fini le temps où, comme moi j'ai vécu, mon grand-père était au bout de la table, il avait le couteau et il vous expliquait qu'il fallait pas bouger, pas broncher, etc. Bon ben voilà, on était en 60, 70, c'est fini ça. C'est fini, et tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Toute une génération s'est battue contre ça. Le revers de la médaille, c'est que, ben voilà, on a des structures familiales qui sont, comment dire, alors pas forcément plus fragiles, mais qui tirent leur force différemment, je dirais. Voilà. Est-ce que selon vous, l'avenir de l'engagement au syndical passera par la parité et l'engagement des femmes, puisqu'on voit que de plus en plus, beaucoup d'exploitations sont tenues par des femmes? Est-ce que pour vous c'est la solution? Est-ce qu'il faut rendre obligatoire ou pas? À rendre obligatoire l'accès au métier ou l'entrée dans le métier, enfin faire des quotas à la parité dans les organisations, vous voulez dire peut-être? Alors, moi, je pense que le problème, c'est que, alors, on voit quand même que cette profession, elle a quand même du mal. Moi, je faisais la réflexion tout à l'heure à table. Quand je vois la composition des conseils d'administration de JA National dans les années 60-70 et celle d'aujourd'hui, je me dis, quand même, alors vous allez me dire, il y avait peut-être plus de femmes, mais elles n'avaient pas forcément de statut, mais elles étaient quand même davantage présentes dans certaines organisations. Il y a quand même, bon, il faut travailler là-dessus. C'est-à-dire qu'au moins, même s'il n'y a pas de quota, qu'il y ait une prise de conscience. Au moins, qu'une réflexion soit amorcée. Je ne pense pas qu'il faille forcément peut-être contraindre, mais au moins qu'il y ait une amorce de réflexion sur les raisons qui font que, à un moment donné, les femmes ne sont pas forcément complètement absentes, elles ne sont pas forcément là où on les attend. C'est-à-dire que moi, ce que j'avais remarqué aussi dans mes travaux de thèse, c'est que pour une jeune agricultrice, s'engager, être responsable professionnel, c'était aussi s'engager loin du syndicat, dans des organisations qui, effectivement, ne prennent pas forcément les contours du syndicat, mais dans lesquels on apporte une réponse plus globale. Il y a la volonté d'être peut-être sur des démarches d'engagement beaucoup plus globalisantes. Voilà. Et c'est vrai qu'on les a aussi très souvent contraintes à prendre en charge des dossiers en plus que les hommes ne voulaient pas. Aux femmes, pendant très longtemps, l'environnement. Aux femmes, les questions sociales, comme si le social c'était une question de femmes. Aux femmes, les questions, tu vas aller t'engager au contrôle laitier parce que c'est toi qui fais la traite, quoi. Bon, bref, des choses qui étaient inhérentes à leur propre fonction, alors qu'elles avaient peut-être des choses à dire au-delà du social, et qu'elles avaient peut-être envie d'être sur des instruments syndicaux, etc. Mais bon, je pense que la profession agricole a témoigné aussi d'une modernité. Je vous ai projeté les revues paysans, les unes de la revue Paysan. Je pense que sur les questions de parité et de place des femmes, cette profession a été, Marie-Thérèse Lacombe en est une illustration, d'une certaine manière en avance aussi à certaines périodes. C'est-à-dire que des femmes ne se sont jamais interdites d'écrire, de dénoncer, de prendre leur place. Je pense que il ne faudrait pas penser que ce milieu n'est qu'en retard. Je pense que certaines innovations, et notamment l'ordinateur a fait son apparition, des sociologues comme Annie Rieu à Toulouse ont travaillé là-dessus, grâce aux femmes. C'est-à-dire ce sont les premières à avoir introduit l'ordinateur dans une famille, ce sont les exploitantes agricoles, à travers la comptabilité. Donc je pense que c'est pas si noir que ça. Je pense que si on ne les voit pas forcément là, c'est qu'elles pensent que peut-être c'est ailleurs que le boulot se fait. Bonsoir à tous. Je voudrais revenir sur l'évolution de la population agricole et sur la diapositive que vous avez présentée avec l'évolution du nombre d'exploitations la projection de l'évolution du nombre d'exploitations qu'on connaît bien chez JA parce qu'on y travaille régulièrement dessus. Sur quoi se basent, j'allais dire, les projections sur l'avenir, sur la diminution du nombre de structures et quel levier finalement on peut avoir
alors je ne vais pas dire inverser parce que ça serait se mentir, mais au moins, j'allais dire, limiter cette courbe. Alors, ces projections, elles se basent sur des données, des indicateurs relativement simples, hein, qui émanent du recensement agricole, qui renvoient à une question relativement simple, c'est vous êtes à 3 ans de partir à la retraite, pensez-vous avoir un repreneur? Oui, non. À cette question, près de 55% des agriculteurs en âge de partir à la retraite ne sont pas sûrs d'avoir un repreneur, voire même disent je n'aurai pas de repreneur. J'ai réalisé une enquête là dernièrement auprès de 5000 agriculteurs dans le sud-ouest sur une autre question qui est celle de la sous-traitance. À la question, parce que j'essaye de comprendre les déterminants de la délégation, à la question pensez-vous avoir un repreneur? 30% de l'échantillon, donc pas moins de 1300 agriculteurs enquêtés, se déclaraient sûrs de ne pas avoir de repreneur. Donc sur ce petit échantillon, j'avais déjà 30% des exploitants qui étaient sûrs de ne pas avoir de reprise. Donc les projections, elles sont... Enfin, quand je vous ai parlé des 200 000 agriculteurs qui vont disparaître d'ici 2030, c'est parce que on voit bien qu'aujourd'hui, les gens ont même conscience qu'il n'y a pas de reprise. Moi, quand j'ai commencé mes travaux de thèse à l'époque, dans les années fin 90, début 2000, encore la question de l'installation faisait sens, c'est-à-dire que ça allait de soi. C'est-à-dire qu'en fait, tous les débats étaient mais comment on va mettre en place un système pour avoir un repreneur et un cédant en face. C'est-à-dire qu'on pensait que ça allait marcher. Bon, on voit bien que c'est un peu plus compliqué que ça. Et qu'aujourd'hui, ça ne va pas de soi. Non pas parce qu'il n'y a pas de jeunes qui veulent entrer dans le métier, mais parce que ça ne fait pas forcément projet dans certaines familles agricoles elles-mêmes. Hein. Alors est-ce à dire qu'il n'y aura pas de reprise après? Après, il y a des coups à 2 ou 3 bandes. Hein. On peut imaginer que certains jeunes entrent dans la profession après une période plus ou moins longue et qu'il y ait des sauts générationnels. Moi, ce que j'entends de la bouche de certains jeunes agriculteurs qui ont choisi ce métier, qui ont entre 35 et 40 ans, c'est souvent je travaille avant tout pour moi. C'est-à-dire que ce métier, je l'ai choisi comme ma femme a choisi le métier de médecin ou de prof. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, il convient avant tout d'être à l'aise financièrement, épanoui intellectuellement, sur un temps générationnel beaucoup plus court. C'est-à-dire qu'il est fini le temps où, moi je me souviens, les jeunes que j'enquêtais en 1999-2000, qui avaient en dessous de 35 ans, ils ont aujourd'hui entre 45 et 50, me disaient mon fils sera agriculteur. Aujourd'hui, les jeunes que vous rencontrez, ils ne vous disent pas mon fils sera agriculteur. Mon fils fera ce qu'il veut. Voilà. Et quoi de plus moderne, quoi de plus logique à l'issue d'une telle conquête? Toute une génération a réclamé de faire ce qu'elle voulait et de ne pas être sous la coupe du paters familias. Donc il est normal qu'à un moment donné, les enfants... vous savez, les enfants d'agriculteurs sont ceux qui réussissent le mieux à l'école. Ou parmi les catégories, les enfants qui réussissent le mieux à l'école. Mais parce qu'il y a toujours cette idée que, ben voilà, on va donner la possibilité. C'est ça aussi l'une des grandes forces de l'enseignement agricole. C'est-à-dire cet enseignement qui a été pensé pour accompagner la modernisation, mais qui a donné aussi les outils à celles et ceux qui étaient issus du milieu pour s'en extraire aussi très rapidement. C'est ça qui est très intéressant de voir que cette population, elle a la capacité de s'extraire de son milieu aussi. Et c'est chouette, c'est beau. Enfin, si vous voulez, quand vous lisez la revue Paysan en 1956, au moment où elle a été créée, vous lisez les préambules, vous lisez, c'est pas certain que je dirais ça ou j'expliquerai ça, les situations de vie dans lesquelles ces jeunes étaient confinés. Bah, vous vous dites que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est peut-être pas si mal que ça. Oui, moi j'aurais deux petites réflexions. La première, c'est sur, on l'a bien vu, donc le nombre d'agriculteurs diminue chaque année. Par contre, comme vous l'avez bien présenté, il y a une structuration autour de l'agriculteur qui, elle, ne diminue pas. Les organisations. Les organisations. Oui. Et donc, on est dans un dilemme aujourd'hui, effectivement, pour l'engagement qui est très très compliqué pour les agriculteurs. Parce que là où un agriculteur était dans une structure, aujourd'hui, si on veut la même représentativité, il faudrait qu'il soit dans 5
aussi structures différentes. Oui. Et donc c'est très compliqué. Donc est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose à repenser, justement parce qu'à un moment donné les agriculteurs ont construit le modèle agricole d'aujourd'hui, mais est-ce qu'aujourd'hui il ne faudrait pas justement repenser ce modèle agricole, enfin la structuration de ce modèle, parce que je pense qu'aujourd'hui si on continue dans ce sens-là, eh bien, on aura du mal demain à imaginer ou à construire des choses nouvelles, quoi. Voilà. Et la deuxième réflexion, c'est sur la politique. Aujourd'hui, on voit effectivement avec les réformes politiques qui se succèdent, notamment sur les agrandissements des régions, sur les communautés communes qui sont de plus en plus grandes. Là aussi, ça va faire mal à l'engagement agricole, parce qu'il faut aller de plus en plus loin. Alors, certes, on est de plus en plus mobile, il faut aller de plus en plus loin, et malheureusement, on sera de moins en moins écouté ou présent, parce que ça sera encore plus compliqué. D'où la problématique que tu as parlé tout à l'heure, notamment sur la vie de famille et le couple. C'est que il y a 50 ans, un conjoint arrivé sur l'exploitation, il restait sur le territoire. Sauf qu'aujourd'hui, vu la mobilité qu'on a, c'est que de plus en plus, si on n'a pas accès à des services, à l'enseignement, à la santé, à proximité, ben, demain, ça risque là aussi d'aggraver encore plus rapidement le phénomène de disparition des agriculteurs, quoi. Ouais. Donc, moi je prends l'exemple de ma communauté de communes, on part du Cantal jusqu'à Rodez, quoi. Ouais. Et le pouvoir qu'on a, nous, pour ma petite commune, c'est une voix. C'est une voix. Donc, qui va être élu pour représenter une voix à l'intérieur d'une communauté de communes où les villages, enfin, où les villes un peu plus grandes ont 9, 10, 12 voix, quoi. Ça veut dire que là, on est en train de faire très très mal à l'agriculture et à l'engagement, quoi. Effectivement, les organisations doivent être repensées. Je pense qu'elles ont été créées à la fin du 19e siècle. Pour la plupart, elles ont été refondées après-guerre et elles ont été pensées pour accompagner une majorité. Et aujourd'hui, c'est une minorité. Donc, avec des conseils d'administration, des types de fonctionnement qui ont été pensés pour un grand nombre d'agriculteurs sur le territoire. Alors bon, il y a des choses qui s'opèrent, hein, tu le sais bien, hein, on voit bien aujourd'hui des chambres d'agriculture fusionnées, on voit bien aujourd'hui, je vois dans le sud-ouest, que certaines chambres sont dirigées par un seul homme et que ensuite ce sont des... Enfin, il y a des choses qui bougent aussi, enfin, il y a des fusions, il y a des restructurations. Après, en agriculture comme ailleurs, hein, il y a des problèmes aussi qui sont liés à des situations de cumulard, hein, et de cumul des fonctions, hein. Donc c'est pas simplement lié au nombre d'organisations, mais oui, j'ai pas l'habitude de m'interdire de dire certaines choses, mais c'est vrai, en agriculture comme ailleurs, je pense que effectivement il faut faire entrer des jeunes, mais on a du mal aussi parfois à donner la place à certains jeunes dans certains conseils d'administration. Bon, ça c'est le lot de toute organisation, mais ce que vous vivez, c'est le lot de la plupart des organisations syndicales aussi, hein, qui ont du mal à recruter, qui ont du mal à donner de la place à certains jeunes. Mais c'est vrai que particulièrement dans ce monde-là, on a un enchevêtrement des formes multiples d'organisation. Alors, c'est ce qui a fait la force quand même, malgré tout, sur le plan politique de cette profession. Je dis souvent à mes étudiants, ce monde-là ne représente que 3%. Vous êtes tous issus de la ville, mais sachez qu'il demeure une force sociale et politique sans commune mesure, grâce à ces organisations professionnelles qui constituent des outils au service du maillage, ou du moins qui ont pu constituer. Après, on peut critiquer ou pas. Mais c'est vrai que la force et le fait que cette profession qui ne représente plus que 3% pèse encore dans les débats et intéresse encore quand même, je pense, le reste de la société, est aussi lié à cette présence organisationnelle, à ce maillage à l'échelle du territoire. Je pense que ça a été aussi un instrument au service de votre force. Mais là aussi, il faut repenser, hein, de toute façon, je pense que... Mais c'est aussi à vous d'imaginer tout ça. C'est pas évident, mais moi j'ai le bon rôle en plus de donner des leçons. Je fais rien, mais... Ouais, je pense qu'il y a des choses à revoir de ce côté-là. De toute façon, je vais te dire, je pense qu'avec l'émergence, notamment du numérique, l'émergence de nouvelles façons de penser le collectif, si certaines organisations ne se réforment pas rapidement, elles seront dépassées et concurrencées de l'intérieur. De l'intérieur émergera de nouvelles formes d'organisation collective.
Donc si effectivement certains s'interdisent de penser certaines évolutions, les évolutions se rappelleront à eux ou à elles. Parce que je pense que les nouvelles générations d'agriculteurs ne sont pas plus gauches que les autres, entre guillemets, et seront en mesure de créer leurs propres espaces d'engagement et de représentation. Du coup, une question me vient face à ce que tu dis. Est-ce que c'est pas finalement une nouvelle forme d'émancipation des nouvelles générations, d'agriculteurs entre autres, mais pas forcément que, de ne pas s'engager finalement dans les, on va dire, dans les organes classiques qui ont fait notre engagement à beaucoup d'entre nous. Je pense aux syndicats, mais aussi aux chambres d'agriculture, aux coopératives, à la mairie. Et est-ce que finalement, et t'en parlais tout à l'heure un petit peu, ce côté start-upper finalement, est-ce que c'est pas l'idée aussi de s'émanciper et de vouloir créer quelque chose de différent parce qu'on ne se reconnaît plus finalement dans ce qui est aujourd'hui existant? Alors, par contre, il y a une chose que je n'ai pas évoquée, oui, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Par contre, on a des jeunes qui souhaitent prendre le temps de s'engager aussi. Il ne faut pas oublier qu'on a des jeunes ou des moins jeunes qui entrent plus tardivement dans la profession agricole, qui ont été socialisés, c'est-à-dire qui ont appris ce qu'était l'engagement dans d'autres univers, le monde du salariat, qui ne sont pas forcément passés par la case lycée agricole, dans laquelle on n'enseigne pas forcément plus les organisations qu'ailleurs. Bref, on a des jeunes qui arrivent dans le métier à 28, 29 ou 30 ans, qui arrivent avec pour ambition de construire avant tout une entreprise, de fonder un projet économique, etc. Bon, qui sont partis depuis pas mal de temps de leur territoire, qui reviennent sur l'exploitation familiale le plus souvent, mais qui n'ont pas connaissance des évolutions qui ont traversé le territoire et des organisations qui portent le territoire. Donc, vous avez 30 ans, vous devez construire un projet économique, un projet d'entreprise. Qui plus est, vous êtes célibataire. Vous devez en plus trouver un conjoint ou une conjointe. Bon, bref. Et on vous demande d'être président des JA, président de la CUMA, président administrateur à la COP. Bref. Il y a des gars là, ils arrivent là, les pauvres. Ils se disent, waouh, j'étais bien où j'étais. Non mais il faut quand même se dire une chose, c'est que les gars, ils sont happés par les responsabilités dans cette profession comme nul autre, quoi. Moi, quand je suis rentré dans la profession d'enseignant-chercheur, c'est moi qui ai décidé de me syndiquer. On n'est pas venu me chercher, on m'a pas dit tu seras responsable de ça. Et c'est lourd quand même hein, pour des nouvelles générations. Ils ont 30 ans, il faut construire sa vie et on vous colle. En plus, toutes ces responsabilités, et en plus, vous ne connaissez rien, parce que vous ne savez même pas comment elles ont été créées, ce à quoi elles servent. Bon, bref, des acronymes de partout. Tu as des jeunes, ils arrivent, ils te disent « Ah bon, mais ça sert à quoi ça ?»« Ah ben viens quand même, tu vas y aller, tu vas voir, tu vas comprendre. » Bon, si vous voulez, ça ne fonctionne plus comme ça. Hein. Et aujourd'hui, vous avez des jeunes de 30 ans qui disent non. Hein. Et ils disent « Attends, moi je ne connais pas ça. » Vous comprenez bien que vous arrivez, c'est comme si vous arrivez dans un milieu professionnel, dans une ville, vous connaissez personne, vous connaissez que vos parents, les cousins sont partis, les voisins sont partis, les potes de lycée ils sont plus là, vous avez vécu pendant 20 ans à Paris, et vous arrivez sur l'exploitation, et on vous dit que tu vas devenir ceci, cela, bah, non. Les gars, ils ont envie de prendre le temps aussi. Et en fait, ils sont beaucoup plus sélectifs. Moi, ce que j'avais remarqué, c'est que, en fait, ils souhaitent prendre le temps de s'engager. Ils ne souhaitent pas forcément être désengagés. Ils souhaitent regarder. Ils ont fait le choix d'embrasser ce métier pour être éleveurs. Bon, ben, ils ont envie de s'engager plutôt dans des organisations qui vont contribuer à l'amélioration, notamment. Ils sont un peu plus spécialisés. Ils sont plus professionnels d'une certaine manière, même dans leurs engagements. Et c'est rare en plus de voir que dans cette profession, il y a une injonction à l'engagement. C'est tellement consubstantiel, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr que dans d'autres professions, dans d'autres milieux, on ait ce genre de débat. Les gens ne s'engagent pas, ben, ils ne s'engagent pas. Mais cette profession, c'est tellement construite autour de ça que, en fait, c'est perturbant de voir des jeunes qui hésitent.
Bonsoir. Au niveau de l'histoire de l'agriculture, est-ce que vous pensez que l'arrivée des subventions, l'interventionnisme dans les années, avec la PAC de 90 par exemple, a un peu inhibé l'esprit d'entreprendre et de se renouveler et d'inventer qu'ont eu nos prédécesseurs dans les années 60-70 ? Je pense que ça a favorisé peut-être des logiques de rente. Et la mise en place des droits à paiement uniques a pu favoriser ces logiques de rente, c'est-à-dire qu'en fait, pour certaines familles, à quoi bon trouver un repreneur qui va monter sur le tracteur, à quoi bon soi-même monter sur le tracteur, on est sûr de toucher tant de l'hectare, donc effectivement on va faire. Effectivement, cette politique-là, elle a favorisé ce phénomène-là, hein. Ça c'est clair. Alors par contre, malgré tout, on voit bien que ces subventions, elles étaient plus qu'utiles dans certains secteurs. Je pense qu'on a de l'élevage aujourd'hui en zone de montagne parce qu'on a fait ces choix-là aussi. C'est-à-dire que je pense que la subvention, elle n'est pas perçue de la même manière d'un territoire à l'autre. Elle n'incarne pas forcément que le refus d'un projet entrepreneurial. Elle a pu permettre aussi à certains, par contre, d'en construire. Parce que les ressources n'étaient pas... je pense que c'est ce que vous dites, c'est davantage vrai en zone intermédiaire, en zone de plaine peut-être. Je voulais revenir sur le début de votre présentation, sur le fait que la notion d'engagement dépendait fortement du groupe, que le groupe était synonyme d'engagement et de progrès. Dans un deuxième temps de votre présentation, vous nous expliquez qu'il y a de plus en plus d'éclatement, de diversité dans les systèmes, donc finalement des groupes de plus en plus petits, j'ai envie de dire, même s'il y a de nouvelles formes qu'on avait présentées de création de groupes, finalement comment on fait pour arriver à recréer des groupes et ces formes-là qui favorisent l'engagement et le progrès. Alors, du groupe, il y en a, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que derrière, notamment cette agriculture familiale de groupe, il y a de nouveaux collectifs qui émergent. Alors, on voit que les formes traditionnelles de l'agriculture de groupe s'essoufflent, hein. On le voit, hein. Les résultats aux élections de chambre illustrent assez bien l'effacement du modèle agricole familial classique de la France de l'Ouest, porté par des GAEC, hein. On voit bien que c'est ces exploitations qui trinquent aussi le plus. Mais il y a de nouvelles façons de penser le groupe, c'est-à-dire que le groupe, ça peut être une alliance commerciale, ça peut être une boutique de producteurs, ça peut être une nouvelle façon de mutualiser des fournitures. Le groupe ne s'incarne pas de la même manière aujourd'hui et il prend des contours très très différents. Ça peut être des cumas intégrales, ça peut être des assolements en commun. Le groupe, ça peut être ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas forcément envie d'être prisonnier d'un type de structure juridique. On a envie de s'en émanciper aussi plus facilement. Donc, il y a du groupe, hein, qui se nourrit de situations qui sont le fait d'exploitants seuls. C'est-à-dire que le fait d'être seul aujourd'hui contribue à aller chercher des alliances, à mutualiser aussi. C'est-à-dire que pendant très longtemps, l'agriculture de groupe, elle a été pensée aussi pour accompagner la modernisation d'un groupe qui s'appelait la famille. On faisait un GAEC avec son cousin, on faisait un GAEC avec son père, on faisait un GAEC. L'agriculture de groupe, c'était le groupe mais en famille. Aujourd'hui, on apporte du capital familial, mais on fait groupe avec des gens qui n'ont plus rien à voir avec sa propre famille. C'est ça qui est assez intéressant et nouveau. On fait toujours du groupe en famille, hein. Il y a toujours des GAEC, il y a toujours... Bref. Mais quand même, ça évolue. Et en plus, on fait groupe sur un temps générationnel court. Moi, je rencontrais des jeunes qui m'ont dit, mais je leur disais, mais vous avez mis en place un assolement en commun, vous n'avez pas peur à un moment donné que vos gamins ne retrouvent pas leurs petits, etc. Mais non, de toute façon, si on a fait ça, c'est parce qu'on s'entend bien, on partage la même vision de l'entreprise. Le gars me disait, mais moi je la partage pas du tout avec mon cousin, je préfère de toute façon partager ma vision de l'entreprise avec mon voisin. Et puis de toute façon, c'est le temps d'une génération. Et il me disait, mais mon fils reprendra ses parts s'il veut s'installer et puis il fera ce qu'il veut. Mais en fait, vous êtes dans des jeux d'alliance et dans des jeux de groupe.
Mais vous savez, la plupart des GAEC, même dans leur forme traditionnelle aujourd'hui, très souvent, ils se délitent avant la prise de retraite de l'ensemble des associés. Hein. C'est pas, on a une vision un peu linéaire des choses, mais quand vous regardez bien, je discutais avec un spécialiste des GAEC qui me disait, mais en fait, on sort parfois, il y a des associés qui sortent très souvent, enfin, il y a des disparitions, il y a des... C'est des groupes qui ont des durées de vie aussi parfois limitées. Hein. Dans les critères, les éléments qui vont justement influencer les nouvelles orientations agricoles, vous parliez de la famille, des structures agricoles, de la propriété de la terre, mais aussi peut-être la division entre la propriété de la terre et puis l'exploitation de la terre. Il y aura aussi l'aspect économique, c'est-à-dire en fait la loi alimentation récente a pris l'option de permettre à l'exploitant de faire sa compta et de dire j'ai mon coût de production et donc je ne veux pas vendre ma production en dessous du coût de production, donc j'impose des prix. L'exploitant, pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais après-demain, va avoir tendance à redevenir maître de son coût de vente. Il faut l'espérer. Voilà, il faut l'espérer. Il y a du chemin à faire, mais enfin bon. Est-ce que ça ne sera pas finalement un des critères qui va être le critère décisionnel en fait de l'orientation? C'est-à-dire la capacité à... Est-ce qu'on ne va pas vers des entreprises en fait d'exploitation? Je vois à petite échelle, hein, je ne sais pas si vous connaissez l'exemple de la tournerie en Limousin, les 11 ingénieurs qui se sont installés sur 80 hectares. Voilà, bon, c'est un exemple, mais c'est une expérience qui est intéressante. La propriété de la terre, c'est plus eux qui l'ont. Ils se sont groupés pour exploiter et puis ils font de la vente directe pour maîtriser leur valeur ajoutée. Un des critères qui, justement, dans l'évolution et qu'au fur et à mesure de l'évolution agricole, la part de la valeur ajoutée qui revient au producteur en 20 ans a diminué. Elle était de 10% il y a 20 ans. Par rapport au produit final, aujourd'hui, elle est de 1,5 à 2%. Oui. Hein? Alors, là-dessus, quel choix il faut faire? Parce qu'en fait, ils ont gagné sur un plan, mais ils ont perdu sur l'autre. Il n'y a pas un choix à faire ou il n'y a pas un modèle à suivre. C'est-à-dire qu'il y a des initiatives comme celles que vous venez de décrire qui ne sont pas nouvelles en soi, qui ont des durées de vie plus ou moins importantes, plus ou moins limitées. D'autre part, effectivement, tous les agriculteurs cherchent à se réapproprier de la valeur. Alors, cette réappropriation de la valeur, elle ne passe pas forcément, contrairement à ce qu'on peut passer, par le circuit court, même si je connais très très bien ces questions-là, pour d'autres raisons. Ce que je peux dire par là, c'est que ça ne va pas de soi d'aller capter de la valeur en allant sur les marchés ou d'être sur des circuits courts. C'est-à-dire que ça ne sera pas possible pour tous les agriculteurs, d'autant plus que tous les agriculteurs ne font pas le choix d'entrer dans ce métier pour être des marchands. Donc, il faut admettre que si ça marche pour certains, et c'est très bien, ça ne marchera pas ou ça ne constitue pas un modèle pour d'autres. Ça, il faut qu'on admette que il y a de la place pour tout le monde. Vous avez des jeunes agriculteurs encore aujourd'hui qui sont avant tout des techniciens, qui ont envie de livrer avant tout à leur copé et qui n'ont pas forcément envie de vendre. Il faut l'admettre parce qu'on a une vision un peu idéalisée des circuits courts. Et puis en plus, être performant en circuit court, ça s'apprend, c'est pas simple. Hein, attention, enfin, ça s'improvise pas. Il faut bénéficier d'avantages comparatifs à l'échelle du territoire. Enfin, c'est un peu plus compliqué que dans les reportages de France 2 ou France 3. Hein. C'est pas, je me lève le matin et je prends une table, un tréteau et en avant. Je vais faire les marchés le samedi avec maman. Non. Quand on regarde en plus sur certains systèmes productifs, si vous voulez, je suis d'accord, ça permet de capter de la valeur, mais des fois, le différentiel, il est là. Et ce différentiel, il se fait au prix de sacrifice. C'est-à-dire que
aller sur les marchés, créer sa boutique, c'est au prix aussi de concessions. La vie n'est pas que rose pour des porteurs de projets en circuit court. Et ce que j'observe, moi, notamment dans certains cantons où les circuits courts se sont développés avec l'arrivée de Néo dans les années 70-80 en Haute-Garonne, c'est que ces exploitations-là ne sont pas forcément reprises par les enfants. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces exploitations, elles ne sont pas forcément aussi transmissibles que ça. C'est-à-dire que le projet de papa et de maman de faire du circuit court n'est pas forcément partagé par les enfants eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que, oh là là, mais encore dernièrement, un conseiller politique me disait, je me suis dit, mais il va falloir qu'il fasse un peu de terrain, celui-ci. Il me disait, mais oui, demain, il faudra des petites coopératives un peu partout et ils iront tous vendre. Je me suis dit, mais non. Enfin, déjà, il n'y aura pas suffisamment d'agriculteurs. Enfin, on a des visions vraiment hors sol, quoi, pour le coup, complètement hors sol de ce métier. Oui, et puis, c'est pas vous, mais et puis à contrario, pour l'Aveyron par exemple, à l'heure actuelle, l'Aveyron produit 20 fois plus que ce qu'elle consomme. Donc tout le monde ne pourrait pas faire du circuit court sur le département. Malgré tout, la règle économique que c'est la valeur ajoutée oui. qui fait la richesse de l'entreprise, oui. Ça c'est oui, un oui, critère auquel on ne peut pas échapper. Oui, oui. Hein, mais vous pouvez quel imaginer que que des coopératives ou des organisations en circuit long offrent les conditions justement pour que les agriculteurs disposent de cette valeur ajoutée. Voilà. On peut, en circuit long aussi, on peut imaginer des systèmes vertueux par-delà la question des circuits courts aussi. Mais c'est dans une complémentarité. Mais vous savez, en plus je vais vous dire, la ménagère de 50 ans, comme on l'appelle, elle ne fait pas ses courses en plus que dans les boutiques de producteurs. Les boutiques de producteurs qui marchent, c'est quand elles sont souvent en face d'un supermarché. Bref. La construction du panier de la ménagère est beaucoup plus complexe qu'on ne pense, donc en Aveyron comme ailleurs. Bon, on répond juste à cette question, mais récemment je voyais des paysans qui se sont groupés pour payer un salarié et qui dirent c'est pas moi, exploitant, qui vais faire les marchés, oui. mais je vais payer un salarié. Oui, mais ça il faut pouvoir. Eh ben, y en a qui le font, ils se groupent à deux ou trois et ça fait partie des nouvelles organisations, orientations qui risquent de se faire. Alors, ça ne se généralisera pas, mais il y aura quelques exemples dans ce sens. Aussi, tout à fait. Dans tous les cas, il ne faut pas fermer la porte à toutes ces initiatives. Non, contrairement à ce qu'on a pu faire aussi à une époque, oui, tout à fait. Moi, je voulais vous demander, bon, vous avez répondu partiellement tout à l'heure quand on parlait des primes, l'influence des politiques publiques sur l'évolution sociologique de l'agriculture et des agriculteurs, et puis peut-être sur une politique publique qui vous concerne directement, sur l'enseignement agricole. Vous êtes à la fois juge du parti peut-être, mais comment vous le sentez évoluer aujourd'hui? Est-ce qu'il accompagne ces mutations, ces changements, ou il est un peu à la traîne? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça aille plus vite? Alors, je ne sais pas trop comment répondre. Alors, bon, je ne dépends pas du ministère de l'Agriculture, donc je suis assez libre pour parler de tout ça, même si ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé sur les référentiels, mais j'ai deux de mes étudiants en thèse là, qui travaillent là-dessus, et notamment sur la manière avec laquelle les référentiels de l'enseignement et les enseignants prennent en considération ces évolutions-là, et notamment l'émergence de nouvelles fonctions au sein de l'entreprise. J'ai sous ma direction actuellement un jeune Aveyronnais, Loïc Mazin, qui travaille sur l'émergence de nouvelles figures de l'encadrement dans les grandes entreprises agricoles. Et on essaye de comprendre avec Loïc justement comment l'enseignement se saisit de l'apparition ou non de ces nouvelles fonctions. Alors, on voit que les référentiels bougent. On voit par contre que les personnels parfois de l'enseignement n'ont pas forcément conscience de ces mutations, d'autant plus qu'il y a une césure plus grande entre le personnel même de l'enseignement et le monde agricole. C'est-à-dire que l'enseignant agricole n'est plus forcément le copain
qui est devenu professeur d'agriculture, installé à côté de son... Bon, les choses ont évolué. Alors je pense qu'il y a une prise de conscience quand même de la part d'un certain nombre d'enseignants. Je pense que c'est pas évident quand même d'intégrer toutes ces évolutions dans un dispositif pédagogique. Même nous, je pense qu'on n'est pas si bon que ça dans nos écoles. Je pense qu'on a du travail à faire. C'est pour ça qu'on développe des enseignements de ce type. C'est pour ça qu'on est sur le terrain pour faire des travaux, pour essayer d'enseigner aussi ce qui est en train de se passer. Mais vous savez, entre le pas de temps de la recherche et le pas de temps de l'enseignement, il y a des différences, enfin, il y a des écarts. Donc je pense qu'un certain nombre d'enseignants sont conscients de tout ça. Après, c'est pas évident de le relater, de l'expliquer. Et puis les choses vont tellement vite aussi dans certaines entreprises. Et puis certaines entreprises empruntent des fois à des secteurs qui ne sont pas du tout agricoles, qu'on peut imaginer aussi que l'enseignement agricole soit un peu contourné par d'autres types de formations, parce qu'il y aura de nouvelles demandes aussi au sein des entreprises. Mais bon, les publics changent aussi, c'est-à-dire que la plupart de ceux qui vont s'installer dans ces entreprises-là ne sont pas passés forcément par l'enseignement agricole non plus. Et donc on voit bien aujourd'hui que l'enseignement agricole recrute essentiellement des gens qui n'iront pas dans le secteur de la production aussi. Donc, mais je suis convaincu que l'enseignement tient une clé en matière d'évolution. Par rapport aux politiques plus largement, je pense qu'une seule politique, et notamment une seule politique économique, ne permettra pas d'accompagner toutes ces situations. Je pense qu'un certain nombre d'agriculteurs sont dans des situations de grande précarité. Je pense que seules des politiques sociales peuvent les accompagner, tout comme d'autres agriculteurs n'en ont pas besoin, et je pense peuvent s'émanciper de ces dispositifs, et puis des politiques plus territorialisées seraient beaucoup plus efficaces pour accompagner certaines formes d'agriculture. Donc je pense que à cet éclatement des formes d'agriculture doit correspondre aussi une diversité d'instruments pour permettre tout à la fois non seulement l'entrée dans les métiers, mais aussi la sortie, parce que ça, on n'en parle pas souvent. On parle de l'engagement, on parle des jeunes. Mais l'une des forces de la politique de modernisation des années 60, c'est d'être en mesure de penser tout à la fois la DJA, et au moment où on pense la DJA, on pense l'IVD et la sortie, on pense le mouvement. C'est ça qu'il faut se réapproprier aussi dans la profession, c'est-à-dire penser les va-et-vient, la mobilité, et penser donner un avenir à ceux qui ne pourront pas être là demain. Ça aussi, c'est une ambition. C'est-à-dire que là aussi, les collectivités territoriales, elles sont attendues dans leur capacité à accompagner ces mobilités. Même les mobilités vers un départ. Mais un départ digne. Et ça, c'est vraiment important de penser ça, plutôt que de laisser les agriculteurs seuls dans des situations de précarité, de pourrissement. Voilà. Je pense que là, il y a une ambition forte aussi. Si je peux me permettre, François, sur l'enseignement, parce que je suis aussi par le président d'un établissement agricole, la volonté qui est faite aujourd'hui, qui me paraît quand même essentielle, c'est déjà parce que tous les établissements agricoles ont une exploitation, et c'est déjà sur le fonctionnement de l'exploitation aujourd'hui, c'est de ramener une rentabilité à ces exploitations-là, et de ne plus gérer comme par le passé sur des fonds de la collectivité territoriale. Bon. Donc déjà c'est important de dire, tiens, j'ai une exploitation dans un établissement agricole qui va être gérée comme une exploitation d'un privé. C'est quand même déjà vachement important, il y a déjà une avancée énorme dans ce sens-là. Et ensuite, ce qui est demandé de par le ministère au niveau de l'enseignement, c'est surtout de très bien expliquer aux jeunes qu'il n'y a pas un modèle, mais qu'il y a des modèles et des possibilités. Et là où c'est important, notamment dans l'engagement de la profession agricole, c'est d'être présent dans les conseils d'administration de ces établissements pour justement porter ces messages-là. Parce que c'est là où ça commence, où ça débute. Et c'est vrai que à un moment donné, les établissements étaient souvent gérés par des politiques, par des élus politiques. Et aujourd'hui, on est en train de revenir à ce que la profession gère, enfin, ou soit plus présente dans ces conseils d'administration, et c'est important. Et il faut rapprocher les projets dans les établissements avec les projets des chambres d'agriculture, des syndicats ou autres, des filières. C'est très très important parce que c'est comme ça qu'on fera évoluer nos structures, mais aussi évoluer nos filières et l'avenir de notre profession.
Non, et puis il faut arriver à taper à la porte aussi de ces établissements, ne pas hésiter aussi, moi je le vois, alors c'est dans l'enseignement supérieur, hein, à solliciter des enseignants pour intervenir. Moi c'est ce que je fais à l'ENSAT, c'est ce qui se fait un peu partout, à Purpan ou à Montpellier Supagro. Hein. C'est-à-dire qu'il faut aussi que nous-mêmes, hein, enseignants, on ouvre nos portes pour faire intervenir dans le cadre de certains modules, dans certains enseignements. Alors il y a beaucoup de réticence, hein, à tout ça parmi mes collègues. Mais je pense qu'il faut créer les conditions. Créer les conditions de cette rencontre. En plus, avec les enseignants qui viennent de zones urbaines et qui ne connaissent pas forcément ce monde-là. Hein. Là, les publics d'enseignants ont beaucoup changé dans le secondaire. Hein. Beaucoup changé. Parce qu'il y a des choses en fait qui se transmettaient parce qu'on en était issus. Les visites chez l'exploitant, c'était les visites chez le copain avec qui on était en classe, dans le même bled, qui expliquait aussi ce qu'était l'engagement. Bref, il y avait aussi des apprentissages très informels, par-delà les référentiels. Ça infusait beaucoup plus facilement. Et c'est vrai que... Et ça, c'était lié au fait qu'on avait un personnel enseignant dans l'enseignement agricole qui était issu lui-même de ce monde-là. Toi, tu es sur la formation initiale, on va dire, des futurs agriculteurs et pas que. Est-ce qu'on n'a pas aussi besoin de repenser la formation continue pour justement accompagner d'une part les agriculteurs qui sont déjà en place, mais aussi les futurs potentiels agriculteurs qui voudraient être par exemple dans une reconversion professionnelle. Donc des choses sont déjà proposées, hein, notamment au travers des chambres d'agriculture, entre autres, mais est-ce qu'on n'a pas aussi besoin de repenser ce modèle-là pour justement arriver à saisir les mutations dont on parlait et faire en sorte que les agriculteurs soient partie prenante de ces mutations? Pas seulement dans le départ, c'est-à-dire dans la reconversion ou non, dans l'apprentissage de nouvelles fonctions, nouveaux métiers. Oui. Alors bon, vous êtes quand même pas mal outillés, je trouve, dans la profession agricole, avec un fonds Vivea qui est quand même assez quand même conséquent hein, pour une population quand même de 3% d'actifs. Je pense que j'ai peur de dire des bêtises parce que de ce que je vois, j'ai l'impression qu'il se fait quand même des choses, peut-être pas suffisamment, je sais pas. Après, il y a un enjeu à former les cadres de demain. Hein. Là, je parle en connaissance de cause, les cadres des organisations professionnelles qui doivent aussi accepter un certain nombre d'évolutions, être en capacité de repérer des signaux faibles. Il faut aussi que les cadres des organisations agricoles soient en mesure de repérer des situations de controverse, d'apprendre de ces moments-là. Il y a des choses qui se font hein, déjà dans la plupart des écoles, mais il faut peut-être être meilleur de ce côté-là. Voilà, parce que ça va très vite et parce que les gens qui sont sortis même de nos écoles d'ingénieurs il y a 10 ou 15 ans sont pas forcément au fait de certaines réalités. Je voudrais revenir moi, sur le titre même de la conférence. Donc cet engagement qui nous élève, on a parlé beaucoup de groupes, mais au final, qu'en retire l'individu? C'était un petit peu ma dernière question. Qu'est-ce qu'il faut qu'il en retire pour y venir? C'est difficile de dire qu'est-ce qu'il faut qu'il en retire. Je pense que chacun voit midi à sa porte et puis chacun a envie de s'engager pour en retirer ce qu'il a envie d'en retirer. C'est-à-dire que moi, ce que j'avais observé dans le cadre de mes travaux de thèse, c'est que vous aviez des jeunes qui voulaient en retirer une satisfaction en termes de défense. S'engager, c'était avant tout sortir, aller en manif, etc. Bon. D'autres avaient pour volonté d'apprendre des choses. Bon. D'autres avaient pour souci de créer des passerelles avec d'autres univers. Donc je pense qu'à chacun et à chacune des organisations d'offrir aussi des ressources. Enfin, les ressources, elles sont très diverses dans les processus d'engagement. C'est-à-dire qu'on cherche à rompre une situation d'isolement, on cherche à se faire des potes, on cherche à apprendre techniquement, on cherche à être un cadre de domaine, une organisation. Bref, je pense qu'il y a plein de finalités derrière l'engagement. Puis alors, avec toutes les organisations qu'on a, on peut trouver chaussure à son pied. Il y a de quoi faire. Voilà. Non, il n'y a pas un engagement doit permettre d'enrichir sur tel ou tel plan.
chacun trouve ce qu'il a envie d'y trouver. Et heureusement, heureusement. Même chez les GIA, je suis sûr que certains GIA sont pas là uniquement pour faire la bringue avec d'autres GIA. Ils sont là aussi pour apprendre de l'organisation. Ils ont envie de... je pense que les ressorts sont multiples. Alors, c'est vrai qu'il y a des organisations qui apportent plus ou moins de choses, mais voilà, c'est très très variable. Et puis, si tu as 30 ans, si tu as 40 et 50 ans, tu n'attends pas la même chose aussi de l'engagement. Donc, il y a des processus de recentrage. Il y a des situations où on met la pédale douce, on y va un peu moins fort, et puis après on revient. Donc il y a des va-et-vient aussi en matière d'engagement. Des situations de pause et de relance. Bon, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce débat. Merci. Merci encore une fois, François, pour ton intervention. Merci à vous d'être venu et d'avoir participé à ce débat. Donc je vous invite, ne vous échappez pas de suite par la porte, je vous invite à passer derrière. Comme au JA, on aime bien boire, faire la fête et boire des coups avec les copains. On vous propose d'aller boire un coup juste derrière, avec un petit bout de foisse aussi. Voilà. Merci en tout cas.